Salut Nico. Ça va pas être facile pour la première. Non, ça va être original. Hein. Ouais, ça va être un bon départ. Merci de jouer le jeu, parce que tu sais pas du tout les pieds, ça c'est sûr. Vous sentez là, cette petite pression là, sur mon visage, parce que je sais vraiment définitivement pas où je mets les pieds, à part, bien évidemment, chez Spirit. Voilà, mais ça va pas être facile. Donc voilà, pour cette première interview, eh ben écoute, on va faire un truc, on va faire très simple, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas du tout. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. T'es connu dans plusieurs milieux. Jeux vidéo. Non, on va éviter les autres. Okay. Jeux vidéo, paranormal. On va surtout faire le paranormal, parce que le jeu vidéo, tu as déjà eu une grosse activité, et puis ça aurait aucun rapport, faut être franc. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a attiré dans le paranormal? Hormis faire des enquêtes avec toi, déjà. C'est vrai. Mais t'avais commencé tout seul. Ouais. En fait, il y a cette recherche de l'inconnu. Tu sais, c'est un sujet, au final, que toi et d'autres, ceux qui nous regardent, savent très bien que c'est difficile de le partager. Et alors, du coup, moi, ça m'intéressait d'aller dans un domaine qui était un petit domaine, un peu, tu vois, mis à l'écart assez facilement, peut-être ce côté un peu marginal qui me touchait. Et puis, suite à cette expérience de cet ovni en 97 en Grèce, tu vois, je vois cet objet en pleine journée avec un ami à l'époque sur ce bateau. Et puis, du coup, tu as une sorte d'intérêt grandissant par rapport à ça. Et puis, tu vois, tu mets le pied dedans, et puis petit à petit, tu fais tes propres recherches, tes livres, recherche internet, puis après les rencontres avec les gens, tu as beaucoup de gens qui te disent moi il m'est jamais rien arrivé, puis quelques heures plus tard, tu sais, ces gens-là ils disent ah si, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je suis un peu tombé dedans en fait. Voilà. Donc toi en gros, si on résume, en gros, tu as vécu quelque chose qui t'a fait te poser des questions et aller chercher par toi-même et découvrir un peu le milieu. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, les livres, c'est chouette. Franchement, je pense qu'on se recroise là-dessus et avec d'autres, c'est bien. Mais tu as envie d'aller quand même sur le terrain, d'aller rencontrer les témoins, d'aller rencontrer les personnes qui n'ont pas forcément vu quelque chose, mais qui connaissent le témoignage ou l'histoire. Je parle notamment, par exemple, du propriétaire de château, ce genre de choses. Et puis, c'est un truc ultra social, en fait. C'est un truc très humain, très social, avec bien évidemment plein de croyances diverses, c'est clair. Mais en fait, c'est un truc, c'est un peu comme ça que je suis en dedans. Quoi. Ok. Du coup, après ça, parce que je pense qu'il s'est passé un long laps de temps, ton parcours dans le paranormal, est-ce que tu peux retracer plus ou moins tout ce que tu as fait là-dedans? Alors, je vais faire vachement rapide parce que tu vois, sinon on va rester des heures et puis c'est pas le but. Donc, il y a le phénomène en 97, cet ovni que je vois. Des années plus tard, 2003, 2004, je sais plus exactement, cet autre ovni que j'apercevrai avec 3 autres personnes dans la voiture où on va vivre une RR2, une rencontre rapprochée du deuxième type, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, où un problème technique avec la voiture, on va expérimenter quelque chose de particulier. Donc ces petits éléments me confortent en fait dans la recherche, et puis continuer à faire mes enquêtes le week-end en fait. Tu vois, au début, moi je bosse, j'ai un boulot, et le week-end je partais faire mes propres enquêtes. Toi tu m'as rejoint, d'autres m'ont rejoint. Donc en fait il y a ça, il y a ce grand moment où on est tous les deux aussi, qui est quand même un moment très fort, où on est à l'ambiance dans ce bar, puis on se dit bon allez on monte une assos, comment on fait, par quoi on commence, et puis on a l'anecdote de RIP, parce qu'on marque recherche investigation paranormale, et quand tu fais l'association, tu as un petit encadré où il faut marquer des anagrammes. Ouais. Et alors là on est dit, qu'est-ce qu'on met? R-I-P. Non, mais c'est pas possible, on va mettre RIP. Ouais, c'était cliché. Ouais, c'était cliché. Et puis c'est resté, on a mis RIP. Ça c'est un moment très fort du paranormal. Après il y a la TSR, qui est notre première télé. Je parlerai pas des enquêtes, parce qu'en fait chaque enquête est un moment fort, mais c'est pas un moment, c'est pas un gros pivot, un axe, tu vois. Donc il y a la TSR qui est un vrai pivot, parce qu'il y a des gens extérieurs qui s'intéressent à notre travail, et donc du coup il faut le rendre public, ce qu'on n'est pas vraiment prêt à faire. On est intéressé, c'est vrai, tous les deux on en parle, on va faire un doc, on a été voir la TSR, un genre de truc, mais on sait pas trop comment s'y prendre. On est vraiment novice d'ailleurs. Ensuite, tu as la rencontre avec Anton, parce qu'Anton nous rejoint quasiment au même moment, où il va nous filer un coup de poing dans notre organisation de façon positive pour la recadrer d'un point de vue manager et tout, donc c'est pas facile, mais c'est un moment important. Ensuite, je te dirais que tu as W9, négatif ou pas, peu importe, mais W9 est un vrai moment fort. L'aventure avec Planète, qui sont une succession de moments forts, le travail avec Arnaud en tant que réal, la rencontre avec la prod, tout ça c'est incroyable. Ce qu'on vivra à Bonaguil aussi, qui pour moi reste le moment le plus fort de ce qu'on a vécu en termes d'enquête, très personnel évidemment. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder l'enquête de Bonaguil, vous allez trouver, il y a plein de choses
autour de cette enquête qui est particulier, le débunkage de l'abbaye de Mortemer. L'abbaye de Mortemer. Qui est un moment d'un peu de fierté. Un petit peu, voilà, léger. Du coup, voilà, c'était quand même... on prouvait qu'on n'était pas que des Ghostbusters à 2 balles, et on était capable d'amener un vrai argument quand tu as une malversation historique sur un lieu, et ça nous a permis de gagner une certaine crédibilité autour de ça, donc c'est vraiment un moment fort. Un autre moment fort, l'arrêt de RIP, hein, bien évidemment. C'est un moment difficile. Après, bon, voilà, la vie continue, hein, c'est pas non plus un moment triste. Mais voilà, globalement, c'est les moments forts, les ghost hunts, les différentes rencontres à travers les ghost hunts, les nuits de l'insolite, parce que on rencontre du public qui vient nous voir en fait. C'est des gens qui se déplacent aux 4 coins de la France, et moi, personnellement, je me sens méga privilégié d'être là, assis, à parler, à rencontrer tous ces gens-là. Oh, oui. Voilà globalement en fait les moments forts, moi, pour moi. Du coup, l'aventure RIP. Ouais. Du coup, t'as un peu développé. Ce qui serait intéressant, parce que je sais que toi, j'étais là au départ, mais pourquoi avoir créé une équipe et surtout pourquoi avoir voulu le mettre en vidéo? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu travailler tout seul dans notre coin, on aurait pu se faire des quantités d'archives de papier. Ouais. On en a fait d'ailleurs. En fait, alors je prends un peu une part de responsabilité là-dedans parce que ça a créé tout un ensemble de situations positives, mais aussi de situations négatives, hein, bien évidemment. Le truc, c'est qu'en fait, moi j'avais mon job, que j'adorais mon job, tu sais, hein, j'adorais mon job, c'était vraiment, je gagnais bien ma vie, c'était un super job, mais c'était pas ce que je voulais. Tu vois, le paranormal, le week-end, ça me suffisait pas en fait. Et le problème, c'est que vraiment, on a tous un loyer à payer, des frais à payer, on se pose la question, ta passion du week-end, comment tu peux la transformer pour qu'elle devienne ton activité? Et bien en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, partant du principe qu'on ne voulait jamais faire payer les gens chez qui on allait en enquête. C'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé un centime à des propriétaires, à des témoins, jamais, jamais, jamais. Pour garder justement ce statut de neutre. On faisait une caisse commune, ça. Exactement. Et ben à un moment, tu te dis, comment on fait pour en vivre? Et malheureusement, tu n'as pas 36 000 solutions, tu as la solution de rendre ça médiatique. Et vu que la TSR a eu un intérêt à ce moment-là, quand on s'est posé cette question-là, ils ont fait leur sujet sur Nouveau à l'époque, qui a d'ailleurs cartonné, hein, tu sais, qui est un sujet qui a probablement des sujets qui a le mieux marché sur la chaîne de la TSR. Oui, très bon retour. Okay, très bon retour. Ça nous a donné des ailes, je crois, en fait, quelque part. On s'est tous regardés, on dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a commencé à écrire le pilote, qu'on allait tourner quelques mois plus tard au château de Vos. On s'est dit, on investit tous un peu de thunes, donc on était une association, donc chacun a mis 200, 300 € par-ci pour acheter le matériel de base. Et puis, mine de rien, l'aventure, elle se fait avec de la chance. Parce que tout ça, c'est de la chance, que ça se mette en place, même malgré qu'il y ait eu beaucoup de sacrifices et plein de trucs, mais il y a quand même un facteur chance. Et il y a aussi cette rencontre inopinée avec Arnaud, qui deviendra notre réalisateur saison 1, 2, 3, 4, toute l'aventure, qu'on rencontrera pendant notre pilote à Vos. Exactement. Qui est là, lui, pour faire un sujet sur nous, pour un magazine qui s'appelle Acro Magazine. Et ce mec-là est cadreur pour faire quelques images pour le magazine. C'est vrai, c'était le... Et la symbiose entre Arnaud et nous se passe super bien. Je lui raconte exactement moi ce que j'ai en tête. Et lui, il va mettre les images, il va faire la forme, parce qu'on a eu un pilote avant fait par d'autres personnes, qui est ce qui est, hein, qui a un côté... Voilà, mais c'était pas ce qu'on avait envie. Il est authentique. Voilà, il est authentique. Il est beaucoup plus authentique parce que y a moins de... Voilà, il n'y a pas de joli logo comme ça, c'est moins joli. Et malheureusement, quand tu vas essayer de convaincre une chaîne, te dire faites-nous confiance, on est des provinciaux, on vient d'Annemasse, faites-nous confiance, il faut leur montrer quelque chose de joli, quelque chose qui les rassure, ils se disent putain, ils sont pros. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience en général côté paranormal, côté pas paranormal, et surtout toi personnellement, comment tu l'as vécu par rapport aux attentes qu'on avait? En fait, alors d'un point de vue paranormal, c'est une catastrophe. On va pas tergiverser, c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a notre enquête passe en 3e, 4e, 5e plan, on n'aura rien. En fait, on va avoir des petites choses, mais qui globalement, aujourd'hui, il y a forte chance que ça vient de la prod. Des choses qui ont été manipulées par la prod. On s'est fait manipuler. Je critique pas la prod, on a fait un deal avec eux, on a signé un contrat,
on ne savait pas où on mettait les pieds, parce que ils sont beaucoup plus malins que nous, jeunes provinciaux, plein de rêves dans notre esprit. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, paranormalement parlant, c'est une catastrophe, il n'y a rien. D'un point de vue non paranormal, c'est un méga apprentissage et c'est une catastrophe en même temps. C'est-à-dire que c'est un apprentissage, c'est que tu rentres au cœur d'une prod avec des attentes, t'as le réal, les producteurs, les cadreurs, et puis on a une star, entre guillemets, Sophie Saïdi, donc t'apprends à gérer une personnalité, c'est ça. Qu'on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais t'apprends à gérer une personnalité qui génère du flux, de l'intérêt économique. Donc du coup, toi, tu te retrouves là, avec plein de rêves, et en fait, tes rêves s'effondrent un petit peu, donc bon, c'est pas non plus fantastique, mais ça nous permettra, et c'est pour ça qu'il ne faut rien regretter, ça nous permettra de mettre très clairement le pied à l'étrier, 2 ans plus tard, avec Planète, parce qu'on a montré qu'on était capable d'être professionnel, de faire des sacrifices, pour mettre quelque chose en image. Planète. Alors, Planète. L'aventure, donc l'aventure RIP continue et évolue même, je dirais. Aujourd'hui, avec le recul, comment ça s'est passé? Comment on a fait pour aller à Planète? Parce que je pense que pas mal savent pas beaucoup croire que ça s'est fait comme ça. En fait, ça s'est fait avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de prises de tête, tu sais. Il y a eu des sacrifices très difficiles, hein. Moi j'ai dû en faire régulièrement, je suis pas le seul, tout le monde en a fait, c'est clair. Tout le monde a fait beaucoup de sacrifices personnels, professionnels, en fonction de nos situations sociales qu'on pouvait avoir à l'époque. On a... en fait on s'est dit, voilà, on a un rêve, on veut faire ça, on veut rendre le paranormal un peu plus grand public, on veut surtout démocratiser la thématique. Et Planète va vite s'inscrire comme étant globalement la seule chaîne à l'époque, sachant qu'RMC Découverte n'existe pas encore à l'époque, numéro 23 non plus, et la seule chaîne qui est susceptible d'abriter notre programme de façon sérieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont TAPS, qui est diffusé au même moment en antenne. Ghost Adventure n'existe pas encore. Et donc du coup, il y a une sorte de symbiose avec Franck Apieto, qui est aujourd'hui quand même le directeur de C8, qui est quand même le grand big boss, qui lui va apprécier énormément notre travail, soutenu par Benoît Hilles, qui est notre ami et notre directeur de chaîne aujourd'hui, et qui ont un peu peur, quelque part, parce qu'on est des provinciaux, on ne connaît pas les règles. Donc du coup, ils se disent, oh là là, les garçons, ils sont ultra motivés, ils savent ce qu'ils font, c'est des tueurs. Vraiment très clairement, et ça pas prendre nous lancer des fleurs. Non, c'est vrai, parce qu'on a eu tous les directeurs de chaîne le jour du visionnage du pilote. Et tout le monde était là, dit putain, ils sont vraiment bons, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va les encadrer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc non, c'est un super démarrage, c'est une aventure qui démarre très fort, avec beaucoup de remises en question, de trouver le producteur, tu te souviens, ça a été difficile. L'équipe, que l'équipe survive aux problèmes économiques et sociaux de l'entreprise, parce que l'association devient une entreprise avec des contraintes qui sont celles d'une entreprise. Donc une boîte de prod. Une boîte de prod, qui est particulière, parce qu'une boîte de prod, vous avez une boîte de menuiserie, vous allez en banque, c'est facile, vous avez un business plan, vous avez une boîte de prod, vous allez voir une banque, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'un plan de production, c'est très difficile, Donc on est là à se poser toutes ces questions, tout le monde en souffre, on avait vu la photo précédente, il y a une grande équipe, pas la photo, mais l'émission en 2010, il y a un rétrécissage de l'équipe avec une perte de membres, pour différentes raisons, on ne rentrera pas en détail bien évidemment, mais voilà, en tout cas, tout le monde a mis une pierre à cet édifice. On va faire un petit aparté sur le paranormal, en restant sur donc, la partie Planète. Au fil des saisons, question assez courante, quel a été le lieu qui t'a le plus marqué en termes de paranormal seulement, et pourquoi? Bonaguil, parce que, pour une seule et unique raison, c'est que je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Et pour toi, on est dans un truc que tu n'aurais jamais cru, je crois, rencontrer. Non. Parce qu'on n'est pas dans le fantôme, on n'est pas dans... En tout cas, on n'est théoriquement pas dans le fantôme. Après, on en parle souvent, il y a différentes théories quant à l'existence de ces fameuses entités. Et Bonaguil, c'est la première fois où il se passe quelque chose qui sort de nos hypothèses. Tu vois, normalement, c'est une entité qui se matérialise dans une pièce, qui consomme de l'énergie, qui fait baisser les températures, qui fait monter sa propre température corporelle et qui devient un hotspot, et c'est ça qu'on traque, quelque part. Sauf que là, Bonaguil, il n'y a pas du tout ça, en fait. Il y a quelque chose de différent, où il y a une notion, je ne sais pas, moi, c'est comme ça que j'interprète, de temps, de vortex, et puis, tout le monde en est témoin, sauf toi. Oui. Tout le monde en est témoin, sauf toi, et puis, c'est pas parce que tu voulais pas, c'est parce que tu étais en train de ranger le matos, il me semble. C'était un tournus supplémentaire qu'on a voulu faire.
toute l'équipe technique est là, 99% de l'équipe est là, et tout le monde va vivre la même expérience, et tout le monde va être dubitatif, même d'un point de vue technique par la suite avec le son. Donc pour moi, Bonagil, voilà, pour moi, c'est vraiment l'enquête paranormale incroyable. Après, bien évidemment, tu me parlais du pensionnat, tu me parlais qui est incroyable, le premier lieu, l'hôtel qu'on a fait en Angleterre. Wellington, qui est vraiment... j'ai adoré. Moi, enquêter en chaussettes, ça, je vous donne du off. Enquêter aux chaussettes, pour moi, c'est le pied. C'est le pied, c'est pareil ridicule, mais, non, mais tu te sens bien, tu te sens machin. J'aime pas avoir des vestes, j'aime pas avoir des godasses. Moi, j'aime bien sentir le truc. Donc, et à Bonagil, on est pieds nus, il y a des tapis partout, des moquettes, donc on était bien. Wellington, une très bonne enquête. Mais Bonagil, ça reste Bonagil. Je me souviens toujours de Benoît, quand il a reçu l'épisode. Je sais pas s'il m'a appelé ou il a appelé Anton, je sais plus comment ça s'est fait, mais il dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Vous vous foutez de moi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors du coup, ça va être marrant, j'ai hâte de savoir. Que penses-tu du milieu du paranormal aujourd'hui, entre toutes ces équipes, les solos, les debunkers et toute la clique qu'on voit aujourd'hui ? Quand on est arrivé, il y avait Eric Fearson qui faisait régulièrement des shows, qui était invité dans des chaînes de télé ou dans des émissions avec Evangeli, là. On avait d'ailleurs été demandé par Coyote pour le faire, on avait refusé. On avait mis certaines conditions et ils ont refusé. Bon. Donc, le milieu du paranormal en France est plutôt vide d'un point de vue médiatique. Ça, c'est vrai. D'un point de vue activiste, il a toujours été présent. On a le Z, qui est anciennement le Z, mais c'est éthique, avec Henri Brock, Yves Lignon, qui sont un peu ces deux têtes, deux têtes à l'époque, hein, je dis bien, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde. Stéphane Alix n'est pas encore là. Stéphane Alix n'arrivera que bien plus tard. Il y avait l'Institut de métaphysique de Paris aussi, que j'étais entré en contact avec eux, pour essayer de voir si on avait une démarche possible ensemble. C'était pas impossible, mais bon, ça n'a pas collé, il n'y avait pas grand-chose. Bon. Toulouse aussi. Toulouse, bien évidemment, là où travaille Yves Lignon, le professeur Yves Lignon. Donc, il n'y a pas grand monde, donc on est un peu seul. On demandera à Eric Fearson, malgré ses attaques très claires et nettes avec W9, mais que je suis d'accord avec lui, W9 c'est une catastrophe. Donc, bon, il nous attaque, c'est légitime, même nous on n'est pas fiers, on fait une daube, donc bon. Alors, c'est pour ça que ta question est intéressante, c'est que je suis pris entre deux eaux, c'est-à-dire que on a fait ça pour démocratiser, et on y est arrivé. Je sais où tu vas en venir. Donc, quelque part, moi je suis heureux qu'aujourd'hui, des sites et des équipes comme Spirit Shop, par exemple, existent, c'est-à-dire que, ne serait-ce que trouver du matériel pour mener des enquêtes, d'avoir quelqu'un que tu puisses appeler pour lui dire, écoute, voilà, j'ai acheté ça, est-ce que tu peux m'aiguiller, machin. Je trouve ça fantastique, parce qu'il y a plus de 10 ans, ça n'existait pas. Il fallait passer par ebay.com, parce que eBay.fr, il n'y avait quasiment rien. Il fallait commander des infrarouges Sony qui te coûtaient la peau du derche, et puis qui mettaient 3-4 semaines à arriver, plus tes douanes. Bref, c'était très compliqué pour déjà se trouver du matériel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ensuite, il y a aussi les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez taper chasseur de fantômes, enquêteur paranormal, tu vas trouver tout et n'importe quoi. Malheureusement, c'est comme tout, on vit dans un monde extrême, où dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il faut que ça se fasse à l'extrême. Aujourd'hui, il y a une effervescence, une prolifération, c'est un peu négatif, mais c'est volontaire, une prolifération de ces enquêteurs qui se mettent en image. Et ce qui me dérange, c'est que ces enquêteurs se mettent en image et ne mettent pas leur enquête en image. Alors, il y en a plein qui vont dire « Mais si, on les voit de nuit à faire truc. » Oui, mais c'est pas ça l'enquête. L'enquête, elle commence de jour. Elle commence avec les interviews de tes témoins. Comment tu fais une prise de témoignage? Comment tu calibres ton matériel? Comment tu fais ton repérage de jour? Comment tu trouves tes preuves historiques auprès du maire, auprès du propriétaire, auprès du cadastre? Toutes ces choses-là ne sont jamais montrées. Pourquoi? Parce simplement elles n'existent pas. Et je vous invite à aller suivre les cours que vous pouvez retrouver sur ma page, où j'explique tous ces protocoles, comment on arrive à un protocole sérieux et correct d'enquête pour faire une enquête. Et c'est là où j'ai un peu cette déception, c'est qu'en fait, le paranormal est tombé dans le facile, dans le divertissement. Et il n'a pas pour vocation d'être un divertissement, je le répète. RIP est un programme catalogué dans le divertissement, mais si vous êtes honnête avec vous-même, c'est un programme chiant. Combien de personnes nous ont dit qu'il ne se passe rien? Pourquoi il ne se passe rien? C'est parce que nous ne fabriquons pas de faux, ne fabriquons pas d'éléments pour intensifier les enquêtes.
Alors oui, on exagère. Par exemple, quand on entend peut-être quelque chose, c'est l'impression que vous avez par rapport aux caméras, ça peut arriver, parce que de temps en temps, il faut qu'on ait une histoire à raconter. Mais tous les éléments sont des éléments qu'on a récupérés en enquête. Ça veut pas dire qu'ils sont tous paranormales, bien évidemment. On a trouvé, dans la plupart des cas, des explications naturelles. Donc, voilà, je suis un peu entre les deux. Je suis content que ça se démocratise. Le matériel, les communautés, les ghost hunts, les nuits insolites, rencontrer les gens, les conférences, l'INRES avec Stéphane Alix, bravo, le GREP, très bons enquêteurs aussi. Il y a quand même des gens très sérieux qui font ça par passion et pas juste pour se filmer dans la voiture comme ça. Alors ce soir, je vous emmène dans un lieu. C'est quoi le lieu déjà Ah oui, voilà, c'est ça. Non, je comprends, vous avez envie de frissonner, voilà, mais ce n'est pas un divertissement. En fait, c'est vrai que ce qu'on va appeler l'illustration dans les vidéos, pour toi, a pris le dessus sur le paranormal, en fait. Totalement. Ouais, et c'est ça, moi, qui aujourd'hui me rend triste. On voit ce qui s'est passé avec Gus, qui je ne lui jette pas la pierre, bien évidemment, parce que je comprends la pression qu'il avait autour, l'histoire du faux, il a dû quitter le paranormal pour refaire quelque chose qui est totalement dans la fiction aujourd'hui, donc du divertissement encore. Il n'y a pas... ça manque de sérieux, globalement, dans notre média. Alors, on va faire un truc un peu différent, parce que je pense que tu as eu le droit plusieurs fois. Tu es l'auteur donc de ce roman, on va appeler ça comme ça. L'auteur, attention, ça Les saisons du paradis. Ah bah, j'ai cherché d'autres mots, mais j'ai pas trouvé autre chose que auteur. Est-ce que tu pourrais, allez, rapidement, exercice de style, pitcher le livre? Putain, t'as ça. Allez, vite fait. Et tu sais que t'as pas beaucoup de temps. Ok, donc c'est en gros l'histoire de différents personnages à différentes époques, de différentes cultures, dans différents pays, qui vont tous être confrontés à des phénomènes paranormaux, donc la vie après la mort, le Mothman, les extraterrestres, le voyage astral, la réincarnation, sans vraiment le savoir. Donc il y a là, je tease un peu, sans vraiment le savoir, et ils vont se recroiser avec un destin commun. Voilà, je peux pas en dire plus. Ok. Qui tourne autour de notre monde, de notre façon de vivre, de notre façon de penser, de réfléchir. C'est un vrai voyage en fait. C'est un vrai voyage. Donc c'est très large, mais je préfère pas trop spoiler le truc. Non, c'est bien que les gens découvrent par eux-mêmes en partant de ça. Du coup, chose importante pour l'interview, le paranormal dans le livre. Comment tu l'as intégré? Comment tu as voulu, à un moment, te dire je kiffe le paranormal, je fais des recherches dans le paranormal, c'est vraiment une passion pour moi. Mais du coup, là, tu l'intègres dans un bouquin qui, à la base, c'est pas les saisons du paranormal. C'est un roman, c'est une histoire que tu as voulu faire, et dedans, tu as voulu mettre le paranormal. Pourquoi et qu'est-ce que tu trouvais d'intéressant? Alors, c'est mon premier livre. Écrire un livre, c'est une tannée, déjà. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Faut demander aussi à Anton. C'est délicat. Et je ne suis pas quelqu'un qui peut écrire quelque chose qu'il ne connaît pas. Je fais partie de cette catégorie d'auteurs, écrivains, qui peuvent écrire quelque chose qu'ils connaissent. Quel sujet je connais mieux? C'était le paranormal, quelque part. Alors, en fait, le livre s'est fait en 2 points. C'est-à-dire que on a tous été à l'école. On connaît l'histoire égyptienne, qui est le début de notre civilisation. Pour certains, il y a la Mésopotamie avec les Sumériens, mais ce n'est pas communément acquis. Et cette histoire nous est racontée par des livres scolaires, écrits et romancés, j'aime bien, je vais me faire attaquer, mais et romancés par des bien-pensants. C'est les gagnants de la guerre qui écrivent l'histoire. La vraie histoire, celle qui nous intéresse, la quête de vérité, elle est souvent dans des sentiers un petit peu perdus, dans des sentiers flous, qu'il faut aller chercher. Et malheureusement, ces sentiers-là, quand tu y vas, tu mets un peu les mains dans le dégueu, et on te pointe du doigt, et dit oh, « toi, t'es un marginal » ou « toi, tu vas pas dans le système ». Le mot marginal revient régulièrement. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, ça va les toucher, ce truc-là. Parce que c'est vrai que tu parles de fantômes, on dit « oula, il est un peu... » parle d'extraterrestres, ou tu dis les pyramides, c'est plus vieux. Ouais, d'accord. Bon. Donc, à ce moment-là, quand on fait les cours, je commence à écrire une histoire, de réécrire l'histoire à partir de la Timée et de la Critès de Platon. C'est ce que tu trouves dans l'Ancien Testament. Et à partir de ce moment-là, je vais décider d'aller encore plus loin en allant commencer à écrire l'histoire des Anunnaki, qui sont les Sumériens, qui sont ces dieux venus d'ailleurs,
pour miner l'or sur notre planète et qui ont transformé les humains qui habitaient la planète en esclaves. C'est comme ça qu'apparemment on aurait fabriqué la grande cité d'Uruk en Irak, qui est la cité sumérienne, et puis ces écrits ont été repris petit à petit. Alors on les trouvera en sud-amérindien, chez les Incas, chez les Aztèques, où toutes ces civilisations ont un point commun. Ce sont des gens venus de l'espace, les star people, comme ils disent en anglais, qui sont venus nous aider dans les sciences, les mathématiques, la spiritualité, et qui ont façonné l'ancien monde. Aujourd'hui, il y a des séries comme Ancient Alien, par exemple, ou des centaines de documentaires, on parlait de la révélation des pyramides de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, et tant d'autres, qui sont en train de démontrer petit à petit qu'il y a une réalité derrière ce phénomène-là. Donc les Saisons du Paradis commencent avec vraiment ce background de remettre notre histoire en question. Et puis je mets ça de côté. Et puis en 2012, j'ai un chien, il décède, mon chien décède, j'adore mon chien, il est malade, j'ai une relation avec ce chien, et puis je vis pour la première fois de ma vie, c'est assez ironique parce que je chasse les fantômes, entre guillemets, je côtoie la vie après la mort, mais je n'ai jamais côtoyé vraiment la vie après la mort dans ma vie en fait. Mes proches sont en bonne santé, j'ai perdu personne, ma famille elle est là, globalement tout va bien, donc j'ai jamais été vraiment face, tu sais, à dealer avec le décès de quelqu'un. Donc là je deal avec le décès de mon chien, et je décide de le ramener à la vie avec un petit garçon qui est atteint du syndrome d'Asperger, parce que c'est quelque chose qui me touche, vous le verrez dans le livre, il y a un gros truc autour de l'autisme, qui vont créer une relation, et ces deux personnages naissent en fait très rapidement en quelques mois. Et je rencontre un dessinateur, Johan Papayou, et je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais bien faire ça, est-ce que tu peux commencer à mettre quelques images là-dessus? Parce que j'avais besoin de voir une palette, donc je lui donnais les couleurs, les tons et machin, puis il y a une sorte d'échange qui se crée. Et puis le livre va naître de ça, de cette histoire de ce petit garçon et de ce chien, et le travail que j'avais fait en amont sur les extraterrestres va finir dans le livre en fait. C'est la méta-histoire du livre en fait. Du premier chapitre. J'avais dit 3 tomes, mais en fait, il y en aura peut-être 4. Okay. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu as créé en fait avec plein d'éléments, que tu as réussi à intégrer les uns dans les autres en fait. Et puis c'est tous les personnages, tu as des personnages qui sont des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, donc c'est des personnages vrais, ils n'ont pas le même nom, pas le même physique bien sûr, mais c'est des caractères, des comportements. Il y a le Bonagil, il y a un clin d'œil à Bonagil, il y a un clin d'œil au château de Vos, il y a plein de... En gros, d'easter eggs, de petits clins d'œil à RIP, au paranormal, à tous ces gens qui sont touchés par cette thématique en fait. Et puis bien évidemment, un hommage très personnel à la série Lost, qui m'a touché outre mesure, bien évidemment. D'ailleurs, le petit clin d'œil de ce que l'on voit, qui est le paradis dans le livre, c'est l'île d'Hawaï. C'est Oahu, c'est la fameuse île sur laquelle Lost a été tourné. Donc ça, les événements. Ouais. Donc, on sait là pour l'actualité que donc tu seras avec nous aux Nuits de l'Insolite 5 et à l'événement spécial qu'on va faire avec RIP entièrement. Tu l'as dit plus ou moins, mais vraiment dans les grandes lignes, si tu devais répondre en 2-3 phrases, vraiment, toi, qu'est-ce qui te motive à faire les événements? Qu'est-ce qui t'intéresse? Les gens. Alors aujourd'hui, on a la chance, il y a 2 types d'événements. C'est vrai. Il y a RIP et les Nuits de l'Insolite. Globalement, dans les Nuits de l'Insolite, même si on voit de plus en plus de Rippers, c'est un nouveau public, des nouvelles personnes. Et l'équipe, toi, et surtout Jérôme, qui est le créateur des Nuits de l'Insolite, il y a un truc qui m'a intéressé, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était l'exploration de nouvelles pistes. Alors on parle, il y a les vies antérieures, il y a le Ouija, on va avoir les séances de guéridon, on rentre dans quelque chose de plus spirituel, qui aujourd'hui me touche moi plus personnellement qu'il y a quelques années. J'ai l'impression d'avoir fait le tour d'un point de vue matériel, ce n'est que mon ressenti, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour d'un point de vue matériel. Et c'est vrai que ces Nuits d'Insolite, il y a ce côté-là. Donc pourquoi j'aime faire les Nuits d'Insolite? D'abord pour l'exploration de ces ateliers. Ouais, et puis ces outils aussi. Exactement, qui sont vraiment particuliers. Puis le chiffre que Jérôme met à chaque fois, qui me rappelle Star Wars, bien évidemment. Non, mais voilà, il y a ça. Et puis travailler avec des nouvelles personnes, le Grec par exemple, travailler avec Jérôme, travailler avec toi, c'est marrant, mais c'est pas travailler parce que il n'y a que là où là je vais faire un atelier dans celui-là, mais avant j'étais intervenant, participant pardon.
Donc du coup, voilà, il y a tout ce challenge plus professionnel, moi, qui me plaît. Bien évidemment, rencontrer les gens, c'est une évidence. Mais c'est la grande différence avec le Ghost Hunt. Le Ghost Hunt, ce que j'aime beaucoup, les 2 points, c'est de nous retrouver nous. Parce que forcément, c'est l'occasion de tous se retrouver dans ce contexte-là, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des enquêtes comme on veut non plus, même si on en a fait quelques-unes l'année dernière. Donc il y a retrouver un peu la famille, bien évidemment, et aller rencontrer les gens, le public, qui, sans ce public-là, aujourd'hui, je ne serais pas là à discuter avec toi, face à une cam et à répondre à des questions, tu vois. Et c'est ce public-là qui, à mon sens, fait qu'on existe. S'ils n'achètent pas ton bouquin, si ton bouquin c'est une purge, si l'émission c'est de la merde, les gens le savent au bout d'un moment, tu vois. Je veux bien, à un moment donné, que les gens consomment de la merde avec la télévision, bien évidemment, mais les gens ne sont pas stupides non plus, et ils ressentent, à mon avis, quand les choses sont faites avec le cœur et avec passion. Et moi, d'échanger avec ces gens-là, à ce moment-là, pour moi, j'adore. Je suis assez d'accord avec toi, c'est ce que je me dis aussi tous les jours. Je me dis, on a fait une belle évolution et c'est grâce aux gens, c'est pas faux. Puis s'il y a du paranormal, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais j'y vais pas pour ça. Je pense que là-dessus, tout le monde est plus ou moins d'accord. Tout à fait. Du coup, on commence à arriver à la fin. Tes projets futurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Même juste des idées, des envies. Alors, il y a ceux que je peux parler et ceux que je ne peux pas parler, bien évidemment. C'est toujours compliqué. Alors, les projets futurs, les projets immédiats, les Nuls Insolites, très clairement, qui arrivent, et ce nouveau Ghost Hunt qu'on appelle aujourd'hui Expérience Paranormale. C'est vrai que je dis Ghost Hunt, c'est un réflexe, mais c'est l'expérience paranormale. Donc, il y a effectivement ces 2 événements là, à très court terme, il y en aura d'autres derrière, ce qu'on espère, bien évidemment. Il y a le livre, bien évidemment, qui me prend beaucoup de temps, parce que tu vois, là je vais attaquer pas mal de rencontres avec le grand public, ça y est. Donc là je vais aller chez Ardisson. Il y a pas mal de choses qui se passent autour du livre, peut-être un éditeur, donc voilà, on en discute. Donc ça c'est des choses qui me prennent du temps. Puis bien évidemment, pour ceux qui savent, il y en a peut-être une petite minorité, le livre devient un jeu vidéo. Donc ça me prend aussi beaucoup de temps d'organisation, voilà, les choses se mettent en place. C'est pas pour tout de suite, bien évidemment, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, ça prend du temps. Et puis après, les autres projets, je peux pas en parler. Et est-ce que tu as ressorti la machine à écrire? Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais, je sais. Alors, j'aime bien te mettre la pression. Alors le deuxième et le troisième sont écrits dans leur arc scénaristique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore... les dénouements de certaines choses, les dialogues de certains trucs, je ne me mets pas trop la pression. Il y a la grosse trame pour les 3, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en a un 4e, parce que je ne peux pas terminer avec les 3, donc du coup, je préfère faire des livres un peu plus petits au final, des livres qui vont faire, il est un peu trop gros, des livres qui vont faire 350 pages sur le 2e, 350 pages sur le 3e, 350 pages sur le 4e, que de faire des livres à 500 pages, en fait, qui font flipper les gens. C'est le retour que j'ai eu du premier pavé, c'est pour ça que la nouvelle édition, là, vous pouvez trouver sur mon site et Amazon. Il y a des choses qui ont été élaguées, des choses qui ont été nettoyées, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile d'accès. Je voulais le rendre plus facile d'accès. D'accord. Parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps et voilà. Même chose que pour l'audiobook, c'est facilité ça. Donc on rentre avec le pavé et après on enchaîne tranquillement. Ouais, exactement. Mais bon, par 2017, peu de chance. Vraiment dans le 18 pour le deuxième. Ok. Eh bien écoute, on a fait le tour. Cool. Je vais te dire un énorme merci d'avoir joué à Jeu Pool. Tu rigoles, merci à toi. Et puis, vous allez pouvoir retrouver les liens, le site, les événements, le livre, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à bientôt avec un autre intervenant. Et sur les événements, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao tout le monde et je vous dis à plus tard. Bye. Merci à vous tous. Bonne respect les gars.